Merci de votre fidélité à Hero Africa TV. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Les Sénégalais se sont rendus aux urnes ce dimanche 24 février 2019 pour élire leur président pour un mandat de 7 ans. Face au président sortant Macky Sall, il y avait 4 candidats de l'opposition. Selon les observateurs de l'Union européenne, la mobilisation des électeurs était forte. Le monde politique congolais en deuil, le patriarche Antoine Gizenga, président du parti lumumbiste unifié Palou en sigle, est mort ce matin à Kinshasa à l'âge de 93 ans. Suivez la confirmation de ce décès par M. Alain Kisengo, qui a été pendant longtemps le représentant du Palou Benelux au micro de Cheikh Fita. Monsieur Fassou Vincent, Monsieur Alain Kisengo, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes à Bruxelles et nous nous retrouvons parce qu'il y a une nouvelle triste dans la grande famille du parti lumumbiste unifié. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, Monsieur Cheikh Fita, je confirme, comme vous l'avez suivi, que le patriarche national, le secrétaire général chef du parti lumumbiste unifié, et le camarade Antoine Gizenga, l'un des pères de l'indépendance encore vivant, qui vient de nous quitter ce dimanche. Coïncidence des dates, nous sommes aujourd'hui 24 février 2019 et c'était par mémoire, c'était le 24 février 2007 qu'il a été investi Premier ministre sous le gouvernement après l'élection de Joseph Kabila au deuxième tour en 2006. C'est le 24 février 2007 que Kizenga était investi Premier ministre au Parlement. Et aujourd'hui, le 24 février, coïncidence des dates, il nous quitte. Voilà. Et effectivement, j'ai confirmé qu'il est décédé. Bien, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec un de ses petits-fils. Est-ce qu'il a un mot à dire par rapport à la famille, par exemple? Oui, merci, M. Cheikh Fita. La nouvelle nous est tombée brisque, donc nous sommes en train de souffrir par rapport à la disparition de notre grand-père. Parents pour les autres, nous c'est les grands-pères. Mais je voulais lancer juste un message d'unité dans la famille. Et je crois que tout le monde doit se mettre autour de la veuve, la grand-mère qui est à Bouma. Je crois que toute la famille doit se réunir autour d'elle pour que les choses se passent bien. Je lancerai aussi l'appel à toute la famille qui est à travers le monde d'être vraiment unis et soutenir la grand-mère en ces moments, dans des moments douloureux, pour que nous fassions bien le deuil du grand-père. C'est ça le message que j'ai. Merci. Oui, Monsieur Kisengo, vous avez été longtemps le représentant du Palou Benelux. Il arrive parfois que quand un leader charismatique comme Gizenga disparaît, qu'il y ait des dissensions dans le parti. Et comment vous pensez l'après Gizenga? Les gens seront suffisamment sages pour garder l'héritage? Oui, je pense que oui, vous l'avez dit, moi j'ai eu le privilège et l'honneur de recevoir Antoine Gizenga en tant que chef du parti plusieurs fois. Depuis 2007 jusqu'à 2018, ici, j'étais représentant permanent du Palou ici au Benelux. Donc chaque fois qu'il venait, je le recevais. J'ai passé des journées avec lui. Donc je connais, c'est un homme très rassembleur. Tout ce qu'il a fait, il nous laisse un héritage. Le parti est bien organisé comme tous les partis modernes. C'est-à-dire qu'il y a des textes du parti qui sont clairs. En cas de disparition, d'empêchement ou d'empêchement définitif du chef du parti ou de décès, comment s'y prendre? Dans le cas d'espèce, je peux même anticiper votre question si vous voulez bien. Donc les textes sont clairs. Pour l'instant, le secrétaire permanent, porte-parole du parti qui est en fonction, il va assumer l'intérim jusqu'à l'enterrement du chef. Et dans les jours qui suivent, il est obligé, c'est le texte du parti qui l'oblige, de convoquer le congrès du parti pour qu'on puisse désigner un nouveau chef. Donc en résumé, c'est que vous pouvez retenir, où le monde entier peut retenir. Bien, mais si l'un de vous a un dernier mot par rapport à cette triste nouvelle.
Oui, le dernier mot pour moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que Kizenga, le dernier mot, c'est que Kizenga, c'est un homme intègre, c'est quelqu'un qui s'est donné pour ces pays-là. Il a toujours prôné, depuis l'époque où ils ont milité avec des Kassavou, des Lumumba, dans les années 60 ou avant les années 60, avant l'indépendance, lui prenait toujours l'unité du pays. Chaque fois, devant tous les événements, même en 2006, quand il a choisi Joseph Kabila au second tour au détriment de Jean-Pierre Bemba, ce qui a surtout primé dans sa tête, il nous l'a toujours dit, c'était de préserver l'unité du pays. Donc voilà, il nous laisse un pays au moment difficile où nous avons encore des problèmes de crise de légitimité du chef d'État comme c'était depuis les années 60. Donc il part, il laisse encore la crise de légitimité au pays. Alors, mais pour l'instant, il faut retenir que c'est un homme intègre, comme je disais. C'est quelqu'un qui part. Il était vraiment un homme désintéressé des biens matériels. C'est quelqu'un qui était sobre, donc vraiment très humble, quand bien même que l'État lui a reconnu son rang en tant que tel. Il a été logé par l'État congolais, mais au moins c'est quelqu'un qui part, qui ne laisse pas de compte bancaire garni comme les autres chefs d'État ou d'autres anciens dirigeants ou dirigeants qui ont eu à gérer. C'était un homme intègre, désintéressé des biens matériels. Voilà. Que son âme repose en paix. 24 janvier 2019, 24 février 2019, cela fait exactement un mois seulement que le nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prêté serment en qualité du président de la République. Que peut-on retenir de ces 30 jours à la tête du pays? La réponse dans cet élément que nous propose David Tsumbu. Je pense que les Congolais attendent du président Tshisekedi beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a beaucoup de défis à relever et que nous tous, nous savons en tant que politiques, que nous les laissons le temps de travailler. Il a dit qu'il va travailler avec tous les Congolais, il va travailler avec tous les regroupements et tous les regroupements politiques qui seront à côté de lui. Je crois vont donner des idées pour qu'ils puissent évoluer, qu'ils puissent voir ce qu'il va faire pour qu'enfin les Congolais se retrouvent. Les grands soucis des Congolais qui se retrouvent, qui est vraiment de très bonnes choses. Vous savez, dans son discours, c'était un discours rassembleur, un discours conciliant. Nous avons applaudi tous et nous voulons que ça se passe comme ça et qu'ils puissent mettre en place des institutions et que tout puisse marcher pour que le pays puisse aller en avant. La première mesure prise, c'était pour empêcher aux mandataires de l'État de dépenser de l'argent de l'État de manière assez bête. Alors, pour ne pas occasionner de fuite des capitaux, il a pris des mesures suspendant certaines dépenses. Mais nous avons constaté que sur le terrain, au jour d'aujourd'hui, les prix ont pris de l'ascenseur. Moi, je pense que la maison Schengen, ce n'est pas une préoccupation des Congolais. La maison Schengen, le Congo devait négocier d'égal à égal. Si on demandait à chaque pays d'ouvrir son ambassade ici, octroyer des visas, ça ne pose pas de problème. En soi, la maison Schengen n'est pas aux États-Unis, n'est pas au Japon. Ce sont cette mesure-là, moi, je la trouve pas nécessaire. Les autres mesures, parce que le président de la République, à peine il a commencé le travail, il n'a pas encore 2 mois ou il n'a pas encore 3 mois. Mais la priorité, c'est d'abord le vécu quotidien des Congolais et la sécurité des Congolais. Ça sont des priorités. Donc, le peuple congolais attend, c'est que le président de la République se mette au travail, donner du travail, créer des emplois pour les Congolais. Ce sont les priorités. Donc, donner du travail, mettre le peuple congolais au travail et relancer l'agriculture. La sécurité des Congolais, ça sont des priorités des priorités. La décision qui a été prise sur le recrutement et l'affectation dans les entreprises publiques. Sur ce point de vue là-bas, je pense que c'est une mesure conservatoire. Mais le président de la République finira par lever cette mesure.
Mais si j'ai un conseil à lui donner, c'est de procéder le plus rapidement possible à la mise en place de tous les mandataires des entreprises publiques. Il serait trop prétentieux de vouloir aujourd'hui juger les quelques jours que vient de faire le chef de l'État à la tête du pays. Mais néanmoins, il y a des éléments appréciables, notamment en ce qui concerne son attitude de prise de pouvoir. Il a voulu tout ce qui est pacifique, il n'y a pas de chasse à la sorcière et il s'y conforme en recherchant, n'est-ce pas, une ambiance bon enfant au sein de la nation, ce qui est une très bonne chose. Et quant aux mesures, il y a la toute récente, qui est une bonne mesure, tant qu'elle nous ouvre vers l'extérieur, celle relative au rétablissement de relations avec la maison Schengen. Et il y a aussi quelque part, notamment la mesure de décrispation de la situation des étudiants, là où il est allé au plus fort, parce qu'il devait quand même arrêter cette confusion sémée par le ministre dans la gestion des étudiants et des frais des étudiants. Bon, il y a autant d'éléments qu'on ne peut pas porter un jugement parce que les jugements des actions politiques revient à la qualité, n'est-ce pas, de résultats que ces actions peuvent produire sur le plan politique, social et économique. Les USA viennent de sanctionner quelques personnalités de la République démocratique du Congo pour leur implication dans la corruption importante liée au processus électoral. Il s'agit du président de la CENI, Corneille Nangaa, et de son vice-président Norbert Basengezi, Marcelin Moukoko Basengezi, du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Ndjalandjoko, ainsi que du président de la Cour constitutionnelle Benoît Luamba. Et au chapitre de réaction, il y a celle de l'ONG ACAJ que préside Georges Kapiamba qui salue vivement ces sanctions prises par Washington contre certains officiels congolais accusés notamment de s'être enrichis par la corruption et va travailler avec tous les mécanismes nationaux et internationaux pour faire sanctionner d'autres. Et du côté du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui s'est dit ne pas être concerné par ces sanctions, d'autant plus qu'il n'est pas américain. Transparence dans la gestion des affaires de l'État. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a créé la surprise en remettant dans la caisse de l'État les reliquats de ses frais de mission lors de sa tournée africaine. Il faut remonter au président Kasavubu pour trouver pareil geste au sommet de l'État. Futur ministre, vous êtes avertis. L'autorité morale du Front commun pour le Congo, Joseph Kabila, a échangé cet après-midi avec tous les députés élus de cette plateforme électorale qui est composée de plusieurs partis politiques qui s'est taillé la part du lion aux élections du 30 décembre dernier. Pour Joseph Kabila, sa plateforme est largement majoritaire à l'Assemblée nationale selon la constitution de la RDC. Le premier ministre doit impérativement sortir du FCC. La diaspora pour le développement du Congo, DDC en sigle, qui préside M. Edi Tchoni, a tenu à Bruxelles une conférence pour présenter cette plateforme socio-économique qui a pour objectif d'accompagner les Congolais vivant à l'étranger qui veulent investir au Congo. Autre détail avec Cheikh Fita. Monsieur Edi Tchoni, vous êtes le président de la DCC. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les objectifs poursuivis de la DCC? La DDC a pour objectif de créer les emplois, d'accompagner les investisseurs qui viennent au Congo au niveau de l'administration, au niveau de l'orientation et au niveau des assises
au Congo et pour permettre aux Congolais d'avoir les emplois. Quelles sont les conditions d'adhésion? Les conditions d'adhésion, c'est juste remplir les fiches qui sont là. Les fiches pour remplir, c'est gratuit. Et pour avoir une carte de membre, vous savez que les cartes, on doit les imprimer quelque part. C'est pour le membre simple, je pense que c'est 25 € parce que ce domaine-là, ce n'est pas mon domaine, je ne sais pas comment ça se passe. Moi aussi, Japon, les membres donnés, ils sont libres de donner ce qui... Mais pour les gens qui vous suivent en ces moments, comment ils doivent faire pour vous atteindre? Nous avons un site internet, nous avons un numéro de téléphone. Je pense que nous avons chargé de la communication. Madame Bijou Meta qui va donner tous les contacts pour permettre aux gens qui veulent contacter, que ce soit en Europe ou en Afrique. Normalement, le siège social pour le moment c'est en Afrique. Et nous avons un site internet diaspora-le-développement-du-congo-.org. Ouverture le samedi 23 février 2019 à Ouagadougou du 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO en sigle. Parmi les enjeux de cette édition, il y a la montée du numérique dans l'industrie du cinéma. Suivez cet extrait de la conférence de presse. C'est vraiment la partie sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il faut intégrer tout ça. Et on ne peut pas le faire comme partenaire. Comme partenaire, on peut partager nos expériences, on peut raconter notre histoire européenne. Je voudrais rappeler que nous avons fait de notre diversité culturelle collective notre point d'ancrage de la construction européenne, et aussi une tentative de dire que finalement la culture n'est pas totalement une marchandise comme n'importe quelle autre, mais on ne doit pas non plus créer une fausse industrie subventionnée. Il faut se consolider, parce que sur le marché, personne ne fait des cadeaux, mais il faut par la suite être sur le marché. Donc on a des histoires à partager, on a des expériences, et on a un marché, un grand marché unique pour permettre l'accès de la production africaine. Alors, tout ça existe, mais existe de manière trop éparpillée. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette édition du journal qui a été coordonnée par Cheikh Fita et réalisée par Bombastique en Lermont. Madame, messieurs, je vous dis merci de nous avoir suivis.